Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir les amis de ce grand plateau. Ce soir on se retrouve encore dans ce cadre, je crois que ça serait pour la deuxième fois pour les autres, pour la première fois pour les amis. Je ne serai pas seul aujourd'hui dans ce grand plateau, je serai accompagné de Madame Gisèle de CCTV et de Monsieur Francis de KIN 24 et moi-même de la RTVS1. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'honorable Christian Mwando qui va répondre à toutes nos questions, évidemment, accompagné avec son équipe, son arsenal, évidemment. Mais pour commencer cette émission, je mérite quand même qu'on puisse penser à un grand homme qui a tenu ce grand parti, qui devait fêter son anniversaire, mais il n'est plus avec nous. Et je vais demander à ce qu'on l'applaudisse très fort pour ce monsieur. Il s'agit bien de Papa Mwando Simba. C'était son anniversaire et je pense que nous devons le fêter autrement. Raison pour laquelle cette grande équipe aujourd'hui vous reçoit, vous et bien sûr l'honorable Mwando et Madame Gisèle et Monsieur Francis. Aujourd'hui, on se retrouve encore honorable parce que apparemment on vous regarde autrement. Vous êtes sortis du Parlement et vous ne voulez plus siéger, les autres que vous menacent déjà de vous invalider, si certainement ils vont arriver. Mais est-ce que nous pouvons connaître les raisons exactes qui vous a poussé, vous de l'opposition, de pouvoir dire non à vos sièges habituels au Parlement? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même, puisque vous avez évoqué le nom de mon père, qui est notre ancien président national, regretter quelque chose. C'est quand même dommage avec les gens avec lesquels nous travaillons. C'est l'occasion de dire que 10 mois après sa mort, l'Assemblée nationale, qui a perdu un parlementaire, n'a pas sorti l'argent pour ses frais funéraires, pour ses frais de rapatriement et c'est pour ses frais médicaux. Vous voyez comment on a personnalisé la gestion de l'État. On n'a pas demandé, la famille Mwando, la famille Nadef n'a pas demandé de faveur. On a demandé que les droits du député qui est mort en fonction soient payés. On se contente d'affréter des avions pour des soi-disant prophètes, pour les musiciens, mais un personnage qui a sacrifié toute sa vie au service de l'État, on est incapable de rembourser ou de payer les frais funéraires. Je tenais à le souligner parce que c'est quelque chose de tellement grave qui montre qu'il n'y a pas la volonté de servir l'État en justice, mais on tourne en rond avec des gens qui ne veulent pas le bonheur de la population. Ceci étant, c'est dans le même cadre, pour répondre à votre question, à votre préoccupation, que nous avons quitté, nous les députés de l'opposition, nous avons quitté le Parlement. Parce que nous avons compris que l'honorable Minaku, président de l'Assemblée nationale, qui joue un double rôle, le rôle de président de l'Assemblée nationale et en même temps le rôle de secrétaire général de la majorité présidentielle. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort la nuit avec ses amis, il boutique des complots contre l'opposition et il revient, il prend le marteau pour devenir l'exécutant des complots qu'il a boutiqués avec ses amis politiques. Chose qui est indigne pour un président de l'Assemblée nationale. Tenez bien, lorsque nous avons commencé le débat sur la motion de défiance, parce que depuis l'année passée, chaque fois qu'il y a une motion de défiance contre un ministre qui doit venir s'expliquer et pour lequel nous devons passer au vote, le président de l'Assemblée nationale organise une petite équipe pour soi-disant faire une motion incidentielle. C'est-à-dire, la motion incidentielle, c'est une motion qui doit être traitée avant la question principale. Donc il met la motion de défiance comme question principale et il fait glisser une motion incidentielle. Pourquoi? Parce que la motion incidentielle, on la vote à main levée. Ok? Et lorsque lui considère qu'on a voté la motion incidentielle, et automatiquement on ne traite plus de la motion de défiance. La discussion a été chaude au niveau de l'Assemblée nationale, au point que nous avions décidé, nous avions déjà quitté pour cette même raison l'Assemblée nationale, nous avions décidé, avant de rentrer,
que le président de l'Assemblée nationale devait saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article, je crois, 64, 146 plutôt de la Constitution, pour voir est-ce que la motion incidentielle peut arrêter une motion de défiance. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt pour dire que la motion, il n'y avait pas lieu à interpréter cet article parce que l'article était tellement clair et que la motion incidentielle n'était pas reprise dans la Constitution. Parce que si elle était reprise dans la Constitution, on pouvait dire les cas où la motion de défiance pouvait être arrêtée. Donc, le président de l'Assemblée nationale, ayant l'arrêt de la Cour, a gardé cet arrêt par devers lui et ne l'a jamais présenté. Lorsque il y a eu la dernière motion de défiance contre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, il a refait le même jeu en faisant passer par un collègue une motion incidentielle pour bloquer les deux motions de défiance, empêchant ainsi le peuple congolais de savoir, parce que ce qui est important dans une motion de défiance, c'est quoi? C'est qu'on demande au ministre de s'expliquer. Il s'explique, le peuple suit le débat et les députés représentants du peuple posent les vraies questions devant le peuple, parce que les séances sont censées être publiques et télévisées. Et en ce moment-là, à la fin de la procédure s'arrête lorsque chaque député est appelé à voter à bulletin secret, c'est-à-dire seul devant sa conscience. Il met un bulletin dans l'urne pour dire s'il renouvelle ou pas sa confiance à ce ministre-là. Et c'est de ça que Aubin Minakou et la mouvance présidentielle ont peur. Parce que, n'étant pas sûrs de la compétence de leur ministre, maintenant ils veulent occulter le débat. N'étant pas sûrs de leur propre majorité. Parce que, à bulletin secret, chacun va véritablement se déterminer sans menace. Parce que vous savez que nous sommes pratiquement dans une dictature. Et que si quelqu'un qui est de la majorité vote autrement, à main levée, il risque gros. Alors les gens, au Aubin Minakou, refusent que les gens votent dans l'isoloir. Donc, nous avons constaté cette mauvaise foi, cette volonté manifeste de bloquer la démocratie. C'est ainsi que nous avons décidé de quitter l'hémicycle. Parce que s'il veut conduire les débats de cette manière-là, et instrumentaliser l'institution Assemblée nationale, eh bien, libre à lui de le faire avec les gens qui sont avec lui. Pour le moment, donc, nous avons décidé de continuer à ne pas participer aux sessions jusqu'à ce que nous allons déposer la pétition contre le président de l'Assemblée nationale, pétition, on espère, devant laquelle il sera obligé de s'expliquer, et en ce moment-là, après cela, le Parlement pourra voter, l'Assemblée nationale pourra voter pour savoir s'il peut demeurer président de l'Assemblée nationale ou pas. Alors, il y a une branche non radicale au sein de la MP qui vous reconnaît, vous opposant ce droit d'expression, c'est libre à tout parlementaire du monde entier de sortir de l'hémicycle au cas où ses opinions ne sont pas respectées à la lettre, ce que vous venez de vous expliquer tout à l'heure là. Mais quelle est la prochaine étape? Vous parlez d'une pétition, mais vous prévoyez également un dialogue en interne, c'est votre collègue député, où vous irez avec ces bras de fer qui vous brandit une menace d'invalidation. Pas vous, Christian Mwando, mais je parle des opposants qui, comme vous, des opposants députés qui, comme vous, ont bien voulu boycotter. Moi, je suis un peu surpris. Mais vous allez invalider des gens qui sont déjà hors mandat. Mais nous sommes hors mandat. Mais ça, on peut brandir cette menace vis-à-vis des gens qui ne veulent pas aller aux élections. Moi, personnellement, je considère que mon mandat est déjà terminé. Et aujourd'hui, si nous devons continuer à siéger à l'Assemblée nationale, au lieu de nous distraire avec le code minier qui doit être adopté par des gens qui sont en plein exercice de leur mandat. Si nous siégeons, nous attendons la loi électorale, nous attendons la loi sur la répartition des sièges, toutes les lois qui concernent l'organisation des élections. Point trait. Pour le reste, celui qui veut invalider, d'abord, qui peut invalider l'autre? Qui peut invalider? Tous ceux qui siègent là-bas, au même titre que nous, sont hors mandat. Alors, voyez où l'aveuglement peut conduire. Les gens qui menacent d'invalider eux-mêmes sont hors mandat
et ils vous menacent d'invalider leurs collègues qui sont aussi hors mandat. Je crois que c'est tout simplement Pas de ridicule. dialogue interne, selon vous? Le dialogue interne, on le fait avec des gens qui sont de bonne foi. Lorsque vous êtes devant quelqu'un qui ne pense qu'à vous faire des coups, mais je crois que tout dialogue est voué à l'échec. Et nous pensons effectivement que les concertations ont déjà eu lieu. Le président de l'Assemblée nationale a suffisamment montré sa mauvaise foi et maintenant il va être confronté à la pétition. Et je pense, j'espère, parce que je sais que beaucoup de collègues qui sont de la majorité ne veulent plus de lui aussi également. Donc je crois que s'il a le courage d'affronter la population, s'il a le courage d'affronter sa propre majorité, eh bien on verra au bout de la pétition. Si au bout de la pétition, effectivement, nous arrivons à ne pas le faire partir, eh bien nous en tirerons des conséquences. Pourquoi je dis ça? Parce que sur le plan de la crédibilité de l'institution Assemblée nationale, lorsque vous êtes président de l'Assemblée et que 10% au moins de vos collègues n'ont pas confiance en vous, eh bien, vous ne devriez même pas laisser la procédure aller jusqu'au bout. Si vous avez de l'honneur et de la dignité, vous devriez démissionner. Oui, honorable, vous avez parlé des institutions qui sont hors mandat. Et aujourd'hui, vous sortez, vous revenez, c'est venu comme un jeu de ping-pong. Est-ce que la solution ne serait pas de sortir pour du banc? Parce que vous êtes en face d'une majorité mécanique, vous l'avez reconnu, et sortir pour ne plus revenir, parce que la majorité ne laissera jamais l'occasion de s'exprimer, de passer au contrôle parlementaire comme il est. Bon, je crois que j'ai déjà répondu un peu à cette question quand je vous ai dit que nous sommes là essentiellement pour les lois électorales. Si aujourd'hui, effectivement, nous prenons l'option de quitter définitivement le Parlement, qui va voter ces lois? Donc, nous allons encore une fois avantager Kabila parce qu'il va dire que, bon, faute de loi électorale, les élections ne peuvent pas avoir lieu. Donc, notre priorité aujourd'hui, c'est les lois électorales. Non, nous avons dit, nous allons décider au cas par cas, avant la signature, avant la finalisation de la pétition. Le cas où, par exemple, aujourd'hui, s'il y a un projet de loi sur la révision de la loi électorale, parce qu'on doit fixer le mode de scrutin, on doit fixer les seuils peut-être pour être élu, ainsi de suite. Je crois que ce sont des lois qui sont tellement importantes que l'opposition ne peut pas dire qu'on boycotte l'examen de ces lois-là. Parce que nous considérons que si nous devons encore poursuivre notre présence là-bas, c'est juste pour les lois essentielles qui concernent les élections à venir. Honorable Mwando, président de l'UNADEF, vous vous battez au Parlement, vous voulez changer des choses. Mais de l'autre côté, M. Nanga, président de l'Assemblée, président de la CENI, vous dit, écoutez monsieur, vous devez me donner 504 jours. La loi électorale, vous pouvez trouver, la loi électorale peut être là, vous pouvez tout inventer, vous pouvez vous battre, mais tout revient à lui, M. Nanga, de décider. M. Nanga dit 504 jours, et vous, de l'autre côté de l'opposition, vous dites quoi du rassemblement? Que vous attendez les élections? Je pense que moi, ma position est très claire. Moi, je sais qu'avec Nanga, nous n'irons jamais aux élections. M. Nanga doit partir. Il doit partir. Et au 31 décembre, Kabila et Nanga doivent quitter le pouvoir. Doivent partir. Parce qu'il est clair aujourd'hui que Nanga et Kabila n'ont jamais eu l'intention, aucune fois, d'organiser des élections dans ce pays. Ils nous font tourner en rond. Ils nous tournent en bourrique. Pourquoi? Je crois M. Nanga veut faire comme si c'est la toute première fois qu'on va organiser des élections dans ce pays et que lui vient de créer la CENI. Cette CENI, on dirait qu'elle n'a jamais existé et c'est Nanga qui vient de la créer. Nous avons connu 2 élections dans ce pays, en 2006 et 2011. Je crois, personne ne nous a donné des délais aussi longs. Ça c'est 1. 2, il ne faut pas oublier une chose, c'est que M. Nanga, avec Kabila, ils veulent
gagner du temps, pour avoir le temps de faire le référendum qui peut permettre à Kabila de rester au pouvoir indéfiniment. Donc, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que ça commence. Vous le savez très bien que Kabila a bloqué, a essayé de bloquer la loi électorale en 2015 en soumettant d'abord au recensement général de la population. Or, le recensement devait prendre 4 à 5 ans, ce qui nous conduisait au mieux aux premières élections en 2019-2020. Schéma auquel Nanga revient par une autre porte. En 2015, il y a eu donc ces morts. En 2016, on nous a dit comment on n'était pas prêt. Le mandat de Kabila est terminé. Si pendant votre mandat, vous n'avez pas eu l'occasion ou l'envie de préparer les élections pour votre population, pensez-vous que c'est après votre mandat que vous allez le faire? Aujourd'hui, ce que Nanga nous dit, c'est-à-dire que Kabila se tape 2017, 2018, 2019, parce qu'il prévoit les élections en décembre 2019. Ça veut dire qu'il aura fait 3 ans gratuits. Mais lorsque vous avez échoué ou vous n'avez pas voulu organiser les élections pour votre population, vous ne méritez plus d'être chef de l'État. Parce que dans la prestation de serment, Kabila a dit qu'il est là pour protéger la Constitution. Il est là pour respecter la Constitution. Mais il a dépassé son mandat. Il n'a pas su organiser les élections alors que les délais sont constitutionnels. Et Nanga, mais je ne comprends pas même certains amis de la majorité. Mais vous vous comportez comme si il n'y avait pas une constitution dans le pays. Nous voulons organiser des bonnes élections. Donc, vous pouvez même, vous avez tout le temps, non? Même pendant 10 ans. Tant que vous n'êtes pas prêt pour organiser ces bonnes élections, le peuple doit attendre comme un mouton. Hein? Mais c'est pas possible. Ici, et c'est là ma demande, les gens doivent savoir se prendre en charge. On ne peut pas. Voter est un droit. Se choisir ses dirigeants est un droit. Ce n'est pas une faveur qu'un groupe de personnes ou une personne accorde à la population. Non. C'est un droit. Ces gens, ils ont, soit à un moment donné, été mandatés par la population, ils sont hors mandat, ils doivent partir. Si Kabila a été incapable d'organiser les élections, c'était sa responsabilité. Il a eu 5 ans pour le faire. Et aujourd'hui, on est en train de nous démontrer que pendant ces 5 ans, on ne s'est jamais occupé des élections. C'est maintenant qu'on va s'en occuper. Avec des gens comme ça, je ne crois pas que des élections... Ils vous diront qu'il y a un problème de moyens qui s'oppose. Puisqu'ils attendaient des Matata à 520 millions de dollars, qui n'est jamais venu, c'était 200 millions, 240 millions qui a été remis entre les mains de la CENI. Et jusque-là, il se pose un problème d'argent. Mais je vais demander l'honnêteté. Je vais vous dire quelque chose. Okay. Vous avez suivi 2 choses. La première chose, et c'est ça le drame. Pendant 5 ans, l'Assemblée nationale a voté des budgets de l'équivalent de 250 millions de dollars par an pour les élections. Que Matata, sur instruction de Kabila, bien sûr, n'a jamais exécuté. Ça c'est 1. 2. Regardez les projets bidons, comme le projet de Bukangaloz, qui a englouti presque 400 millions de dollars, projets non inscrits au budget, mais que Kabila a fait exécuter par Matata. Le pays a fait presque 4 ans de croissance constante, d'un taux de croissance presque de 10% par an, avec une économie florissante que Matata ne cessait de nous vanter. Mais qu'est-ce qui nous a empêché de dégager les fonds nécessaires pour préparer les élections si ce n'est de la mauvaise foi? Je crois qu'il n'y a pas la volonté. Et vous savez, si vous voulez aller plus loin, moi je vous dis que Kabila, c'est depuis 2013 qu'il a programmé de ne pas quitter le pouvoir. Il a commencé avec les concertations, souvenez-vous. Fin 2013, aucune résolution n'a été appliquée, il a été déçu à ce stade. Il a tenté fin 2014, début 2015, avec la loi sur les recensements, ça n'a pas marché. Il a essayé, 2015-2016, d'entraîner l'UDPS. Vous vous rappelez les concertations du Portugal et autres, pour prendre l'UDPS dans son escarcelle, de manière à avoir une transition de 3-4 ans. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que
rien n'a été fait pour organiser les élections. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de fortuit, c'est quelque chose de tout à fait prémédité, et je crois qu'au 31 décembre, la population doit prendre acte. Oui, honorable. Vous rejetez la sollicitation des Nanga de 504 jours pour la tenue des élections. Alors, quelle est votre contre-proposition par rapport à cela? Parce que Nanga a présenté des chiffres. S'il faudrait les contredire, allais-je dire, c'est avec des chiffres également. Ok, madame, je vais vous dire une chose, oui. Une seconde question. Il y a la majorité qui vous accuse d'être à la base du blocage. Pourquoi? Parce qu'à 3 reprises, vous avez rejeté les candidats proposés par Nanga. Non, écoutez, il faut être très clair là-dessus. Et je vais lier ça même au financement des élections. Corneille Nanga se caractérise par des effets d'annonce. Ça fait 2 ans que tout le monde lui demande de publier un calendrier électoral. Publier un calendrier électoral. Quand on publie un calendrier électoral, on dit, parce que quand vous faites l'enrôlement, vous êtes déjà dans le processus électoral. Donc, Nanga devait nous dire dans son calendrier, voilà, l'enrôlement va aller de telle date à telle date. Ok? Le nettoyage du fichier, de telle date à telle date. L'enregistrement des candidatures, de telle date à telle date. Le vote, de telle date à telle date. Et le dépouillement, de telle date à telle date. Où est-ce que vous avez vu que Nanga a donné ça? C'est qu'il n'a pas la volonté. Il n'a pas la volonté d'aller aux élections. Parce que 504 jours, oui, c'est bien, c'est beau. Mais la communauté internationale, nous-mêmes, opposition, on n'a pas cessé de lui demander de publier le calendrier. Il n'a jamais publié. Ça, c'est 1. 2. Le financement des élections, nos partenaires l'ont répété encore la semaine passée, quand ils ont été reçus, je crois, par le ministre de la Coopération. Ils ont répété que, mes chers amis, comment voulez-vous que nous puissions contribuer au financement des élections lorsque nous n'avons pas un budget? On nous parle aujourd'hui de 1,6 milliard. Demain, 900 millions. Après-demain, 1,2 milliard. Non. Avez-vous déjà vu un document, un chronogramme? Parce que ce que la communauté internationale veut, c'est un chronogramme chiffré. Voilà l'opération d'enrôlement qui va durer de telle date à telle date, va me coûter autant, parce que je dois faire telle opération, telle opération, telle opération, telle opération. L'opération de nettoyage du fichier électoral, ça va me coûter autant, de telle période à telle période, parce que je dois faire telle opération qui coûte autant, telle opération qui coûte autant. Le déploiement des urnes, ça va me coûter autant. Je vais le faire de telle période à telle période, ça va me coûter autant parce que ça coûte autant, ça coûte autant. C'est ça qui s'appelle une gestion transparente et une gestion lisible. Mais vous allez me demander, même si c'est un banquier qui est fou, que non, vous avez besoin de 1,6 milliard. Mais vous ne lui dites pas les 1,6 milliard. Ça contient quoi? Et je crois que c'est tout ce qui est demandé à Nanga. Or, Nanga, n'ayant pas l'intention de publier, d'organiser les élections, 1, il n'a pas envie de publier le calendrier, et 2, il n'a pas envie de publier le chronogramme chiffré, parce que c'est là où les techniciens du monde entier vont dire non, voilà, ok, pour le déploiement, par exemple, des urnes, n'est-ce pas? Bon, vous avez dit, vous avez besoin de 50 millions de dollars. Moi, j'ai mes avions que je mets à votre disposition. Donc, cette partie-là tombe. Ça, c'est ma contribution. Et ainsi de suite. Voilà pour l'impression des bulletins. C'est 100 millions. Ok, moi, c'est ma contribution. Et ainsi de suite. Mais sans cette visibilité et sans cette lisibilité, il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous avez posé la question concernant les calendriers qui ont été à maintes fois rejetés. Madame, ça, ce sont les mensonges les plus éhontés qui existent. Vous savez, beaucoup d'entre les collègues ici, nous avons déjà payé nos candidatures. En avril-mai 2015. L'argent a été versé. Et nous avons tous versé notre argent, et l'opposition et la majorité. Mais cet argent est parti où? Et c'est qui a bloqué ces élections? C'est l'opposition? Mais je crois que c'est un gros mensonge. Malou Malou avait réussi à publier un calendrier
avec des élections, notamment les élections de gouverneurs et autres, qui s'arrêtaient début 2016, et il avait publié même l'élection présidentielle fin 2016. N'oubliez pas ça. Et les députés, les candidats députés provinciaux, s'étaient déjà enrôlés, c'était déjà inscrit, même les listes provisoires avaient été publiées. Brusquement, la mouvance présidentielle a convoqué une réunion pour dire que ce n'est pas possible. Ils ont commencé d'abord par précipiter le découpage des provinces, programmer des élections des gouverneurs avant l'élection des députés. Ils ont alourdi donc le calendrier électoral pour rien. Et puis ils sont venus avec cette histoire, non voilà, il faut d'abord les élections locales, après, et puis à la fin, ils ont nommé les commissaires spéciaux et ils ont bloqué complètement la machine. Je crois qu'il faut avoir la bonne information et les gens, lorsqu'ils sont de bonne foi, doivent pouvoir dire la vérité. La vérité, c'est que tout ça a été voulu et on n'a pas eu envie d'organiser les élections. Pour vous, ce n'était pas une question de calendrier, honorablement, dans le temps que Francis aussi attend la question, mais ce n'est pas une question de calendrier pour vous, c'est question de la volonté de pouvoir faire. Exactement. Alors, Monsieur le Président de l'UNABES, est-ce qu'on peut à ce stade ici parler de la faiblesse de l'accord de la Saint-Sylvestre? Faiblesse à quel niveau? Apparemment, les politiques se sont imposés face aux technocrates. Déjà, Nanga disait à la Cité de l'Union africaine qu'il n'était pas prêt à organiser les élections en décembre 2016. Pourquoi avez-vous cru à un changement brusque d'un technocrate qui hier par rapport à la Cité de l'Union africaine, il a dit qu'il n'était pas capable d'organiser les élections à cette date-là, et brusquement à la Saint-Sylvestre, pour vous mettre d'accord, il vous a promis les élections à cette date-là. Pourquoi vous avez cru à ça? Est-ce que ce n'était pas faible cet accord? Non, vous savez, on a cru à ça parce que ce n'est pas la première fois que s'organisent les élections dans notre pays. Et nous avons aussi nos techniciens qui nous avaient donné les véritables délais. En plus de cela, on avait parlé de la possibilité de découplage des élections. Nous avons aujourd'hui les élections les plus faciles à organiser dans notre pays, ce sont les élections présidentielles. Parce qu'il y a une seule circonscription électorale, il va y avoir une dizaine de candidats et les électeurs sont là. Donc on peut en 3 mois organiser les élections présidentielles et à partir de là pouvoir organiser les autres élections. Lorsque vous parlez de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui a été une fois de plus aussi sabordé, les gens oublient une chose. Lorsque vous faites de la politique, ce n'est pas un combat. C'est un combat, allez, honnête et loyal. Un homme politique, c'est quelqu'un qui cherche que son pays marche. Moi, si je fais de la politique, c'est parce que j'ai envie. Je n'ai pas envie de voir souffrir mon voisin, mon petit frère, mes amis. J'ai envie que ce pays marche. Donc, quand je parle avec un collègue qui peut être dans un autre camp que le mien, je parle avec lui de bonne foi. Parce que je considère que nous sommes tous fils de ce pays et qu'à un moment donné, il y a possibilité de trouver des solutions pour que notre pays avance. Mais lorsque vous traitez avec les autres dans l'intention de nuire, vous ne pensez pas à votre pays, eh bien, vous en arrivez finalement à avoir un Bruno Tshibala, Premier ministre, complètement perdu. Il plonge le pays dans le chaos. Vous en arrivez au Kamina Sapo, les gens en sont à se battre dans ce pays à la machette. Les pygmées ont ressurgi avec des flèches. Donc nous sommes rentrés bien avant l'époque coloniale. Vous voulez parler du débauchage? Non, je dis le débauchage qui conduit à mettre des gens incompétents à la tête du pays. Parce qu'on n'a pas envie que le pays marche, on a envie seulement de faire des coups politiques et de s'éterniser au pouvoir pour ne rien faire. Parce que je crois que le pouvoir, c'est pour agir, c'est pour conduire un pays. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, Kabila s'accroche au pouvoir? Mais quel est le coin du pays où il n'y a pas la guerre? Ituri, il y a la guerre. Nord Kivu, il y a la guerre. Sud Kivu, il y a la guerre. Maniema, il y a la guerre. Okatanga, il y a la guerre. Tanganyika, il y a la guerre. Kasaï, on sort de la guerre. Mais maintenant, vous gérez quoi? Vous cherchez quoi? Vous vous accrochez pourquoi? Nous avons demandé, nous, en tant qu'opposants,
tournons la page. Nous sommes tous fils de ce pays. La stabilité de ce pays viendra de l'organisation des élections. Kabila doit accepter qu'il a fait son temps. Maintenant, il y a d'autres fils de ce pays qui sont prêts aussi à mener le travail. Si on ne va pas aux élections, le pays va rester instable. Donc, ne pas accepter les élections, c'est maintenir le peuple congolais dans l'esclavage pour ne rien faire. Est-ce que quand il y a débauchage, la faute est à la majorité ou à l'opposition? Qu'est-ce que vous suggérez à vos collègues opposants? Puisque finalement, si vous allez vers une unité, il n'y aura pas une ici. C'est-à-dire, vous parlez le même langage et que un de vôtres ne quittez pas votre camp pour comprendre ce que je veux dire. Oui, est-ce que c'est un problème d'opposants ou c'est un véritable problème de société? Moi, je crois que nous sommes devant un véritable problème de société. Les gens n'ont plus d'idéal. Les gens n'ont plus d'idéal. Les gens appliquent la politique du ventre. Mais ce n'est pas seulement dans la classe politique. Regardez autour de vous. Mais vous comprendrez que l'homme congolais pratiquement a perdu son âme. Très peu de gens aujourd'hui ont un idéal. Les gens, si moi je peux attraper un peu plus au détriment de Willy, je suis prêt à tout. Les gens vendent leur âme. Et c'est pour ça que le système, la formation de l'homme, et c'est ce qu'on attendait peut-être de ce ministère qui avait été créé à l'époque de la nouvelle citoyenneté. C'était un ministère qui devait jouer dans le pays un rôle central. Parce que, et le ministère de l'Éducation, et ce ministère-là, doivent reformer l'homme congolais, lui apprendre les vraies valeurs. Moi, le jour que nous reprendrons le pouvoir, il faut restaurer les mouvements de jeunesse, les scoutismes, l'exavérisme, les kilos et ainsi de suite, parce que ce sont ces mouvements qui doivent refaire l'homme à l'intérieur, qui doit comprendre qu'il y a des vraies valeurs qui existent, des valeurs d'honnêteté, des valeurs de loyauté, la discipline, l'effort positif. C'est important parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous en sommes là? C'est les raccourcis que tout le monde veut prendre. On ne croit plus en l'effort. On ne croit plus en la patience. On veut tout de suite. Et, on arrive à des situations où personne ne veut attendre et tout le monde est prêt à trahir. Oui, honorable, parmi les difficultés à mener à bon port le post-électoral et le problème de financement, vous l'avez souligné, le problème de temps, et Corneille Nangaa a levé l'option de la machine à voter. L'opposition. Une innovation, n'est-ce pas, monsieur le président de l'UNASEN, pour aller un peu plus vite. Non, mais écoutez, je crois, non, ce n'est pas rejeté systématiquement. Alors qu'il y a des membres de l'opposition à la CI. Oui, madame, disons les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est de la diversion. Corneille Nangaa, nous lui demandons de publier le calendrier électoral. Lui, il vient avec des machines. Donc, avec un nouveau système que le peuple congolais ne connaît pas. Ok? Mais il va commencer à former quand? Ça c'est un. Deux. Corneille Nangaa dit non, ça va coûter moins cher, ça va faciliter tout ça. Voilà. Si Corneille Nangaa avait son chronogramme chiffré, il allait nous dire, voilà, les bulletins de vote allaient coûter autant. Maintenant, avec cette machine que je viens de vous amener, nous allons faire une économie d'autant, des choses vérifiables. Vous avez vu ça? Ce calcul-là, vous l'avez vu? Mais on vous parle à l'air comme des petits-enfants. L'homme vous mène en bateau. Il cherche à vous distraire. Parce que Corneille Nangaa est dans le schéma. Si on arrive à une situation où il peut faire passer le référendum, ok? Il prépare déjà la tricherie. Lui, Corneille Nangaa, il prépare déjà la tricherie. Parce que ces machines-là, il y a des pays développés où ces machines ont été récusées. Mais je vous donne un exemple simple de ce qui vient de se passer au Kenya. Ce sont ces machines-là où les gens ont tripatouillé les résultats. Il y a des possibilités de piratage. On peut les reprogrammer, on peut le faire en sorte qu'on vous vote vous, mais c'est le nom de Willy qui sort de l'autre côté. Vous comprenez que Et puis, vous vous rendez compte dans les villages, hein,
on veut expliquer à nos grands-mères aujourd'hui, au moment où nous sommes presque, pour nous étions presque au bout du processus électoral, que non, vous allez introduire comme ça, et puis vous appuyez ici, et puis vous ramassez de l'autre côté. C'est quoi cette histoire? Je crois que c'est de la distraction pure pour nous faire perdre du temps. Nous avons un système traditionnel qui existe, et peut-être à moins qu'ils changent la loi électorale maintenant. Dans la loi électorale, le vote électronique est interdit. Peut-être dans le projet que le gouvernement a amené maintenant, qu'il va faire sauter cette interdiction. À mon avis, en toute bonne foi, le pays n'est pas encore prêt pour utiliser ce mode-là parce qu'on manque et l'expertise et la fiabilité du système. Honorable Mando, président de l'UNADEF, 504 jours de M. Nanga refusés par l'opposition. Vous dites les élections au mois de décembre de cette année, bien sûr, l'année 2017. Mais s'il n'y a pas élection en 2017, c'est quoi la solution? Mais s'il n'y a pas élection, la solution est dans la Constitution. L'article 64. C'est-à-dire que Kabila sera en train de se mettre au pouvoir par la force. Parce qu'il n'a plus aucune base légale. Il doit partir. Parce qu'il y a une branche de l'opposition qui parle de la transition sans Kabila. Ce n'est pas aussi dans la Constitution. Comment il y est arrivé? Non, mais qu'est-ce qui est constitutionnel dans le cas? Non, non. Aujourd'hui, nous sommes régis par, entre guillemets, l'accord de la Saint-Sylvestre, qui arrive à l'échéance le 31 décembre. Ok? À partir du 31 décembre, donc si les élections ne sont pas organisées, il faudra trouver une autre base juridique pour conduire le pays, parce que le pays ne va pas rester dans le vide. Alors, c'est par rapport à cette nouvelle base juridique que l'opposition dit qu'il faudra une transition sans Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila aura démontré, une année après la fin de son mandat, qu'il n'a aucune intention d'organiser les élections. Donc, il faut qu'il parte pour que la compétition s'ouvre et que de manière à ce que les élections soient réellement organisées dans un bref délai. Et qu'est-ce que vous pensez de la tripartite? Parce que l'accord aussi le prévoit, au cas où il y a déjà des travaux en commission à la tripartite. Le gouvernement, le syndicat et la CENI se mettent avec le président, les Nankoï du rassemblement. Non, je vous voyez pourquoi on doit être sérieux. L'accord de la Saint-Sylvestre a été signé par deux camps. Les signataires de l'accord de l'OUA, d'une part, et les non-signataires de l'accord de l'OUA, qui était le rassemblement avec le Front pour le respect de la Constitution de Bazaïba et la société civile. Je vais vous dire, aujourd'hui, il y avait 16 personnes d'un côté et 16 personnes de l'autre. Ok? Aujourd'hui, sur les 16 personnes qui ont signé l'accord de notre côté, il n'y a que 2 personnes qui ont adhéré au système de Senfa. Ces 2 personnes, c'est Lisanga Bonganga et Olengankoy. Tous les autres 14 ne sont pas dans le processus. Si vous êtes quelqu'un de bonne foi, parce que vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Que voilà, j'ai négocié dans l'autre camp avec 16 personnes. Sur les 16 personnes, 14 n'appuient pas le processus, et je vais dire que non, c'est moi qui ai raison, avec les 2 que j'ai réussi à débaucher. Je crois que c'est l'amour de la patrie qui doit nous permettre d'éviter certaines choses. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux du tout. Et je vous donne, madame, un raisonnement simple pour savoir, bon, vous avez négocié avec qui? Sur les 16 avec qui vous avez négocié, qui sont avec vous aujourd'hui dans l'accord que vous dites être en train d'exécuter? Laissons l'histoire de rassemblement ou de pas rassemblement. Les signataires de l'accord, qui étaient les délégués, il n'y a que 2. Les 14 autres sont contre. Il y a un problème. Alors, Monsieur le Président de l'UNADEF, vous voyez, ce bras de fer entre la majorité et l'opposition vient d'ouvrir la porte à un courant qui se réclame du centre. Laissez-moi poursuivre ma question. Alors, il y a dans le coup de Nkishi qui a un parti qui est du centre, il y a Germain Kambinga qui a même une plateforme
avec une cinquantaine de partis politiques qui se réclament du centre. Ces deux personnalités que j'ai citées, les idées sont celles-ci. Il faut une table ronde, selon Germain Kambinga. Il faut un nouveau dialogue, qui j'ai discuté avec lui plus d'une fois. Il me dit, Francis, je ne veux pas un troisième dialogue, je veux un nouveau dialogue. Le temps pour nous d'enrôler les Congolais de la diaspora. Vous voyez, vous avez ouvert la porte à un autre courant où les idées sont en train d'avancer. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Bon, moi je ne sais pas si on peut appeler courant. Hein. Pour moi, tous ces gens-là sont les gens de la mouvance présidentielle. Vous n'allez pas me dire que Ngoï Mulunda est centriste, quand même. Un peu de pudeur. Hein? Kambinga, il vient de traverser la rivière et sa chemise n'est même pas encore sèche. C'était un autre. Sa chemise n'est même pas encore sèche. Donc, et vous comprenez dans le langage de nos amis que c'est la politique politicienne. On veut tenir indéfiniment le peuple à l'écart pour commencer à se partager le pouvoir de dialogue en dialogue, de compromis en compromis. Ici, nous ne demandons pas autre chose. C'est que le souverain primaire, le propriétaire de ce pays, puisse se désigner ses dirigeants. Ça sera l'occasion, notamment, moi j'ai toujours dit, que chacun aille rendre compte que la population choisisse. Ça sera peut-être l'occasion aussi pour notre population de renouveler sa classe politique. Parce que nous tous qui avons géré, qui avons représenté, nous devons nous rendre à la base pour que la population puisse se prononcer sur nous. Mais quand vous commencez par des dialogues et dialogues, quand est-ce que la population va se décider que non, voilà, hein, moi, je n'ai pas choisi Christian Mando, que fait Christian Mando là-bas? C'est comme ça que ça doit marcher. Parce que ça, c'est confisquer le pouvoir du peuple. Et on va aller dans un dialogue, on va faire 3 ans, sans retourner à la base. Et le pays ne peut pas avancer s'il n'y a pas de redevabilité. Nous devons être redevables de notre population. Les élections sont un moment important où le peuple doit rendre son verdict sur chaque homme politique. Parce que le pays ici, c'est le bien du peuple. Et vous ne pouvez gérer ce bien qu'avec le mandat des propriétaires. Or, c'est ça, on ne veut pas retourner au propriétaire pour lui demander qui va gérer le pays dans le futur. Et ça, c'est malhonnête de la part des entreprises. Au moment où vous battez les politiques, le pays brûle. Vous venez de le dire tantôt si bien qu'à Ituri, par-ci par-là, en République démocratique du Congo, il y a des rébellions, on viole ici, on tue là-bas, il y a des massacres. Même temps vous vous battez, la population ne sait plus vous regarder, vous de l'opposition et c'est de la majorité. Puisqu'il est au centre, lui, le peuple, vous vous battez, vous le regardez même pas, il se meurt tout le jour, avec la faim, la crise et tout ça. Monsieur Mwando. Non, mais écoutez, moi j'ai toujours refusé cette option de mettre les politiciens d'un côté et le peuple de l'autre. Le peuple doit se réapproprier son destin. Il n'est pas politique qui veut dans une démocratie. Celui qui n'a pas été choisi n'a pas le droit de diriger. Parce que le pays c'est un bien commun. Et vous ne pouvez pas dire, voilà, le peuple se meurt. Oui, si le peuple se meurt, c'est aussi sa faute. Parce qu'il laisse n'importe qui le diriger comme il veut. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, chaque jour, on doit nous dire, non, on a repoussé les gens. Après 3 jours, les gens sont rentrés. On a repoussé les gens. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une politique de sécurité stable. Qu'est-ce qui nous garantit maintenant que les gens qui veulent rester vont quand même terminer ne fût-ce que ce problème? Non, rien n'est fait. Je pense que la solution pour stabiliser ce problème, c'est que tout le monde, du côté de la mouvance présidentielle, du côté de l'opposition, se mette à l'idée qu'il faut que les élections aient lieu. Parce que ces élections vont permettre la mise en œuvre d'une nouvelle politique et la sécurité va revenir parce que la stabilité dépend aussi de la légitimité des institutions. Monsieur le Président de l'UNASEF, j'ai une question à vous poser, mais sachez que j'ai une sous-question. Alors très rapidement, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent mettre autour d'une table dans la genre opposition et majorité? Oui. Des choses telles que, c'est ça la sous-question,
de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'est une fierté pour vous, opposants également. Bon, je vais être un peu mitigé sur la question. Ok. Est-ce que le pays, moi qui suis opposant, qui n'ai pas le droit de manifester, qui n'ai pas le droit de tenir un meeting, même en salle, qui n'ai pas le droit, est-ce que je peux être fier que le pouvoir qui me torture tous les jours, qui maintient mes amis et frères en prison sans raison, des représentants des droits de l'homme qui sont en prison, je pense à Maître Timothée, des gens qui ont manifesté le 31 juillet, juste avec des petits papiers, pour dire, à convoquer le corps électoral, croupissent en prison, condamnés à 5-6 ans, depuis le mois de juillet dernier. Est-ce que je peux être content, je peux être fier qu'un pouvoir pareil puisse me représenter à la Commission des droits de l'homme? Je dis non, parce que c'est un pouvoir qui va plutôt encourager le laxisme par rapport au respect des droits de l'homme, parce que lui-même étant un pouvoir de bourreau. Maintenant, de l'autre côté, je dis, ça peut être aussi de l'autre côté une bonne chose, comme analysait un de vos confrères, pour dire que bon, maintenant que vous êtes membre de ce comité des droits de l'homme, donc chaque jour vous serez avec vos collègues pour statuer sur votre cas. Et vous serez obligé quelque part de commencer à montrer l'exemple. Parce que moi je me pose la question par rapport aux manifestations que nous allons commencer d'ici là. Est-ce que c'est une bonne chose aussi pour nous que notre pays soit là-bas? Comme ça, quand on va commencer à massacrer les pauvres opposants et autres populations, eh bien, tout de suite, le pays aura à s'expliquer devant ses pairs. Donc, il y a du pour et du contre. Oui, honorable Moineau, est-ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui que le combat des opposants risque d'exploser par un échec cuisant? D'autant plus que le président Zuma et le président en exercice de la SADC vient d'apporter son soutien au président Joseph Kabila et aussi indiquer que la situation en RDC évolue. Madame, si vous êtes un peu souple politiquement, si vous avez des amis comme Zuma, vous devriez leur demander de se taire. Parce que quand ils viennent vous soutenir, ça salit votre image. Quelle leçon Zuma va donner à qui? Zuma, l'Afrique du Sud a de la chance, simplement parce que c'est un pays qui a des institutions fortes. Sinon, le monsieur aurait déjà changé sa constitution pour devenir président à vie. Et il a combien de procès? Plus de 260 procès sur la corruption et le vol. Vous savez que Zuma c'est un businessman dans le projet barrage Inga 3. Mais c'est son neveu que la RDC a mis là-bas pour essayer, une fois de plus, de se taper de l'argent sur le dos de la pauvre population. Et ce barrage n'a jamais commencé. Zuma vient pour ses affaires ici. C'est le seul endroit où il peut se tailler un peu quelque chose tranquillement parce que chez lui, on l'a déjà pris la main dans le sac et il ne sait plus se débrouiller. Donc, quand vous me parlez de Zuma, madame, moi j'ai envie d'en rire. On ne peut pas avoir des amis comme ça. Ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, l'opposition peut donner un mot d'ordre à la population et la population répond. Madame, il n'y a pas d'un côté l'opposition, de l'autre la population. Ici, nous appelons la population à se reprendre en main. Ce n'est pas possible de vivre dans un pays qui n'est pas dirigé. Madame, n'oubliez pas aujourd'hui que les gens viennent de perdre 60% de leur pouvoir d'achat en moins de 6 mois. 60% de leur pouvoir d'achat. Donc, ce n'est pas le problème de l'opposition, parce que lorsque les enfants ne vont plus à l'école, lorsqu'on n'a plus la capacité de faire soigner nos filles parce que les médecins sont en grève, ce n'est plus un problème de l'opposition, c'est le problème de la population. Honorable Christian Mwando, je vous pose une question, car j'aimerais que vous puissiez la répondre avec votre cœur. Au début de cette émission, on a parlé du président Mwando Simba, du fait président Mwando Simba qui est parti, qu'on a enterré en République démocratique du Congo. Mais jusque-là, quelqu'un a dit, l'opposition est maudite parce que depuis Tshisekedi n'est pas encore rentré au pays et que vous parlez politique, vous discutez, vous cherchez le pouvoir au moment où celui avec qui vous combattez ensemble n'est plus et que son corps, on dirait que ça a abandonné. Honorable Christian Mwando. Il s'agit de l'ami d'enfance de votre père.
Oui, bien sûr. C'est un papa pour vous. C'est un papa pour moi. Moi, je crois que ceux qui tiennent ce langage-là, ce sont des gens de mauvaise foi. Qui a refusé d'enterrer Papa Tshisekedi? Qui? Ce n'est pas les mêmes gens qui tiennent ce langage-là, qui refusent qu'on rapatrie son corps en République démocratique du Congo, parce qu'ils ont peur de l'attroupement que ça fera. Ils seront incapables de gérer 3-4 millions de Quinois sur la rue. Et c'est un problème pour eux. Et c'est eux qui maintiennent le patriarche Tshisekedi à l'extérieur du pays. Et c'est dommage. Je parlais ici de moralité, d'humanité, d'esprit humain. Il y en a qui n'en ont plus. Il y en a, ce n'est que le pouvoir pour le pouvoir qui les intéresse, et torturer les autres, maintenir les autres dans la brimade, jusqu'à refuser aux gens d'enterrer leur père. Je parle maintenant à un député que vous êtes sorti de l'hémicycle jusqu'à présent, vous ne prenez plus part aux plénières, mais en même temps, vous êtes des élus de peuple. Le peuple vous a mis là pour pouvoir débattre ce problème, parler de lui. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé que la population interdit 60% du prix d'achat de tous les jours de son panier des ménagères et tout ça. La grande question, c'est que la population est abandonnée. 60% de moins dans le salaire, l'impayement, le médecin, les enseignants, la République est à terre, M. Christian Mwando. Et vous, les députés, lorsque vous sortez, vous demandez à la population de vous rejoindre là-bas, de vous remplacer plutôt? Non. Nous sommes... j'ai été chargé d'ailleurs par l'opposition de préparer une motion de censure contre le Premier ministre Tshibala pour incompétence, parce que il avait donné 4 piliers pour son exercice et il n'en a réussi aucun. M. Tshibala est un incompétent et il doit partir. Pour le reste, je pense que c'est au peuple lui-même de se prendre en charge, parce que nous avons développé une telle résilience en ce qui concerne la capacité de souffrir, que les gens croient que c'est naturel de souffrir. Non, ce n'est pas naturel de souffrir. On doit se sortir de l'ornière. Et nous, en tant qu'opposants, nous avons le devoir de conduire ce leadership pour sortir notre population de là où il se trouve. Et cela passera par les élections et par le renouvellement de la classe politique. Et nous attendons tous, bien sûr. Alors, parmi les dernières questions, le 12 octobre de cette année, le 2 octobre 2017, bien sûr, votre père, s'il était encore sur Terre, aurait totalisé 81 ans, vous confirmez? Oui. Je me suis bien documenté. Alors, qu'est-ce qui vous a laissé sur le plan politique comme héritage? Je ne parle pas de votre succession au parti, puisque vous avez été élu, je vous ai félicité au téléphone, bien sûr, mais qu'est-ce que vous imitez de votre père au jour d'aujourd'hui? Dites-nous ça également par votre cœur. Qu'est-ce que j'imite? Vous verrez ça quand vous aurez vu cette émission. Toutes les réponses que je vous ai données, oui, partent de l'éducation qu'il m'a donnée. Et c'est le plus important. Alors il y a des photos dans cette salle. Derrière vous, il y a une photo qui est en train d'être zoomée. Il est en train de vous instruire. J'ai vu une autre photo où vous avez fait de lui, excusez-moi le terme, faire de lui, héros. C'est ce qu'il dit, et Papa Charles Mwando, que j'ai personnellement connu, qui est héros en quoi? Pour la lutte qu'ils ont menée. Ça n'a pas été facile. Et les gens, ils sont morts au front. Pour nous, ils méritaient ce titre-là. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, très rapidement, Madame Gisèle. Oui, honorable Mwando, je préfère revenir sur la situation de votre participation à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes à l'extérieur. Vous avez parlé de la motion de censure contre le Premier ministre. Et de l'autre côté de la majorité, on vous accuse, au lieu de passer à l'essentiel, ou de prendre, ou d'aller droit au but, de passer à l'essentiel, de prendre des motions par rapport à la question électorale, ou des questions qui touchent la population, vous vous attardez sur des questions qui sont moins intéressantes, et on vous accuse de monnayer vos motions
Aumônier auprès de qui? On vous appelle, sachez-moi, par exemple. Oui. Vous faites des Est-ce que, madame, vous m'avez bien regardé? Oui. Vous m'avez bien vu? On parle de vous. En veille de bleu. Alors, faut faire très attention. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain-là. Et s'il y a des gens qui sont considérés comme des vrais dieux, j'en fais partie. Je ne suis pas là pour monnaie quoi que ce soit. Et vous trouverez ma signature toujours là où il faut. Parce que ce n'est pas de ça. Et quand on dit ça aussi, n'oubliez pas, ça veut dire que c'est un aveu de la majorité pour dire que ce sont des corrupteurs et des corrompus. Vous monnayez tout. C'est ça que je reprochais. Vous monnayez tout. Vous croyez que la vie, c'est la corruption. C'est payer, payer, payer. Non. Revenons un peu à des principes de loyauté et de droiture. Je crois que ça aidera beaucoup notre pays. Honorable Christian Mondo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais écouter votre cœur. Vous êtes un élu. Le peuple vous regarde. Heureusement, aujourd'hui, on vous connaît de nom et de vue. C'est très important pour un homme politique. Vous dirigez un parti politique. Vous dirigez un parti politique. Vous avez de messieurs, de grands hommes qui vous accompagnent. D'abord, la grande question, vous êtes fier de cette grande équipe qui vous accompagne au sein du parti. Bien sûr. Et je veux que vous puissiez regarder votre caméra et parler au peuple. Votre caméra est là. Oui, je crois que je n'ai pas... J'ai quand même beaucoup parlé et je n'ai pas grand-chose à dire. Simplement rappeler que le vote, le droit de se choisir les dirigeants est un droit constitutionnel. Ce pays, c'est notre propriété à tous. Et il n'appartient pas à un groupe de personnes de confisquer la gestion de ce pays. Il appartient au peuple de désigner ses dirigeants et de renouveler sa classe politique. Pendant le temps qui est passé, le peuple a eu le temps de voir qui est qui fait quoi, qui mérite sa confiance et qui ne mérite pas sa confiance. S'il y a des gens qui ont peur des élections, c'est parce qu'ils savent que le peuple les connaît. Et il est temps que le peuple s'élève pour exiger son droit constitutionnel de choisir ses dirigeants. Batata maman na kosenga na leko Christian Mwando alimbola na lingala mwa moke na bokuse maimanso oyo tosololi pe maloba oyo tiyoloba na lopoto po bakongole banso ako bataka yo bayoka. Bon, aujourd'hui, là, un peu au dépourvu. Un peu, il faut... Non, n'avez pas bisabino que mboko yo eza mboka biso nyonso. Tokoki kondimate que moi, groupe Yabato, ezwa mboka mobimba en otage, et salaka makambwelingi, peuple pe atalaka akufaka nzala. Tokokoma bientôt le 31 décembre 2017, date oyo tosengaki po ba élection esalema na mboka. Soki le 31 décembre, occasion epesamite ya ko voter ba nouveau dirigeant en mboka na biso, il faut peuple à se prendre en charge, à appliquer article 64 pour na ko bengana batoyo bazozwa pouvoir na makasi. Merci, honorable Christian Mondo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On vous dit en tout cas merci. La RTBS1, CCTV avec Gisèle Etoko et Francis Atta de KIN 24, Willy Makolo de la RTBS1. Nous vous disons merci et l'émission sera diffusée et rediffusée dans les 3 chaînes de télévision. Merci à la grande équipe de l'UNADEF. Merci à vous en tout cas parce qu'à chaque fois qu'on vous demande, vous êtes présents. Moi je vous dis bravo et merci. Merci chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à la grande équipe conduite par Jérémy à la caméra, Clément Mianda, la réalisation de Hervé Kimba, Patifala à la technique et la régie finale de Pamphile Makanga. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. On vous dit merci et je crois à la prochaine. Merci honorable Christian. Merci à vous.